Les lapins. La nature les a rendus adorables. Mais quand on est si adorable, il est difficile de se défendre. En d'autres termes, lorsque les choses se gâtent, les lapins ont beau se dresser sur leurs pattes arrière, griffer et se battre, ça reste des lapins. Leur stratégie préférée lorsqu'ils voient un prédateur est de fuir immédiatement. Mais les lapins peuvent aussi faire le mort. Ce comportement est déclenché par une forte peur. L'animal se couche immédiatement sur le dos et il reste parfaitement immobile jusqu'à ce que le danger se soit éloigné. Mais il y a un petit problème. Les coyotes qui s'attaquent aux lapins sont des charognards. Alors s'ils étaient sur le point d'attraper leur dîner et que celui-ci s'avère être déjà mort, les coyotes n'y voient aucun inconvénient. C'est encore plus simple comme ça. Pas besoin de gaspiller de l'énergie, il n'y a qu'à ramasser et manger. Les lapins ont conscience du comportement des prédateurs et ils évitent généralement de faire le mort devant des coyotes. Mais tout le monde peut se tromper. De plus, il arrive qu'un lapin fasse le mort en désespoir de cause, parce qu'il n'a plus rien à perdre. Mais quand le danger est un coyote, il n'y a aucun espoir. Bien sûr, les lapins ne sont pas les seuls à faire le mort. Il s'agit en fait d'une stratégie assez courante chez de nombreux animaux, des oiseaux aux poissons. Mais je m'attendais vraiment pas à ça de la part des canards. En 1975, des scientifiques ont soigneusement observé comment des renards en captivité s'attaquaient à 5 espèces de canards différentes. Ils attaquaient la plupart des oiseaux par derrière ou par le côté. Les canards feignaient immédiatement la mort et restaient immobiles, parfois pendant 14 minutes d'affilée. C'était une stratégie soigneusement planifiée, car les renards ne mangent pas leur proie sur le champ. Ils transportent les oiseaux jusqu'à leur tanière et ils les déposent généralement près de l'entrée pour les manger plus tard. Il suffit alors que le renard regarde ailleurs un instant pour que le canard s'anime soudainement et s'envole. Ça fonctionne qu'avec les jeunes renards qui ne savent pas encore comment manipuler leur proie et où mordre pour éviter que le repas ne disparaisse sous leur nez. Mais tous ces animaux qui font le mort ont une chose en commun, c'est un comportement volontaire. Les chèvres myotoniques ont moins de chance. Il s'agit d'une race de chèvres américaines atteinte de myotonie congénitale, une maladie héréditaire qui entraîne une paralysie temporaire de tous les muscles. Les muscles de la chèvre se raidissent lorsqu'elle a peur. Elle se fige et elle tombe sur le côté tout en restant consciente. On raconte que les bergers utilisaient même ces chèvres évanouies pour protéger les brebis. Lorsqu'un loup attaquait le troupeau, la chèvre s'évanouissait de peur et pendant que le prédateur s'occupait d'elle, les brebis pouvaient s'enfuir. En bref, il s'agit d'une caractéristique discutable qui est préjudiciable aux chèvres elles-mêmes. Que voulez-vous ? Développer une stratégie efficace contre les prédateurs demande des efforts. Certains poissons, par exemple, ont appris à voler. Enfin presque. Les poissons volants sautent et planent au-dessus de la surface pendant près de 45 secondes. En outre, ils peuvent atteindre 30 km/h et sauter à 8 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ils font ça pour échapper aux prédateurs marins trop rapides. Pour éviter d'être mangés à l'atterrissage, les poissons volants prennent immédiatement de la vitesse et surgissent à nouveau de l'eau. Ils peuvent le faire au moins 12 fois de suite. Ça semble être une excellente stratégie, mais comme d'habitude, il y a un hic. Quand les poissons volants s'élèvent un peu trop, ils sont immédiatement pris pour cible par les frégates. Ils échappent à un prédateur pour être avalés par un autre. Les poissons volants feraient bien de ne pas baisser leur garde, car écoutez ça, leur capacité à voler peut les mener sur la terre ferme, mais pas au cours de leur évolution, littéralement. De temps en temps, ils se retrouvent sur le rivage par pur accident, en volant dans la mauvaise direction. Ainsi, ces poissons meurent à cause de leurs compétences uniques. No, it was the gravity that killed him. Les anguilles électriques s'en sortent pas beaucoup mieux. Elles produisent de l'électricité pour chasser et se défendre, et le courant électrique que génère une anguille adulte est suffisant pour étourdir presque n'importe quel animal. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. En électrocutant les autres, on risque de s'électrocuter aussi. Les anguilles s'électrocutent elles-mêmes, aussi bien dans la nature que dans les aquariums. Ça n'arrive pas souvent, mais quand même. En outre, il arrive que certaines anguilles soient électrocutées par d'autres anguilles, et une telle décharge accidentelle peut très bien tuer l'animal si le courant traverse son cœur. Plus l'étang est confiné, plus le risque est grand qu'une anguille en heurte une autre. Et alors ? Mais les anguilles peuvent aussi se blesser si on les sort de l'eau. Une anguille, bien sûr, va essayer d'électrocuter la personne qui l'a sortie, mais l'électricité ne se déplace pas dans l'air. Au lieu de ça, elle se déplace le long de la peau humide de l'anguille, et d'après les rumeurs, ça lui provoque des convulsions.
Selon un livre du naturaliste américain C. Montgomery, les porcs-épics ont un problème similaire. Ça, c'est inattendu. Non, ils peuvent pas s'électrocuter eux-mêmes. Les porcs-épics se piquent entre eux avec leurs piquants. Un porc-épic adulte peut avoir 30 000 piquants. Ils sont sacrément pointus. Les porcs-épics font donc preuve d'un maximum de prudence. Si un porc-épic pénètre dans une tanière qu'il partage avec d'autres, il glapit et couine pour avertir les autres. Est-ce que ça marche? Pas toujours. Mais la nature a prévu ce scénario. Chaque porc-épic possède une sorte d'assurance maladie. Ces piquants contiennent un antibiotique naturel qui ralentit la croissance des bactéries. Ainsi, même si un porc-épic est blessé par les piquants d'un autre porc-épic, la blessure ne s'infectera pas. Ça sera seulement douloureux et assez désagréable. Et comme souvent, alors que les naturalistes sont en admiration devant les antibiotiques des piquants de porc-épic, diverses tribus ont compris depuis longtemps ce qu'il en était. Elles pensent par exemple que les piquants de porc-épic aident à soulager les maux de dents, mais pour ça, il faut les réduire en cendres. En outre, les piquants aident à lutter contre les ballonnements et diverses maladies musculaires. C'est plus un animal, c'est une pharmacie ambulante. On dirait bien que les porcs-épics n'ont pas de quoi se plaindre. Contrairement aux cicindèles. Il existe 2600 espèces de ces insectes prédateurs à longues pattes, et les plus rapides d'entre elles peuvent atteindre 8 km/h. Ça correspond à 120 fois la longueur de leur corps en une seconde. Les cicindèles emploient leur incroyable vitesse pour chasser et chercher des femelles. Mais lorsqu'elles courent, elles n'ont pas le temps de regarder autour d'elles. Vous comprenez pourquoi? Leurs yeux ne peuvent pas capter suffisamment de lumière pour former une image. Par conséquent, tout ce qui les entoure est flou, et ces coléoptères ne peuvent rien voir du tout. Vous vous souvenez de ce chien que Vif-Argent sauve dans X-Men? Les cicindèles ressentent probablement la même chose. Pour comprendre où ils se trouvent et où est leur objectif, ces coléoptères doivent s'arrêter, regarder autour d'eux et après seulement se remettre à courir. Une blague typique de l'évolution. Créer un super prédateur ultra rapide qui perd de vue sa proie pendant qu'il la poursuit. Et qui se heurte également à toutes sortes de choses, car à une telle vitesse, il est impossible d'éviter les obstacles. Mais les cicindèles semblent s'en sortir. Elles attrapent tout de même des proies, elles attirent des femelles et elles ont l'habitude des collisions. On peut dire qu'elles se sont adaptées à ce cadeau de l'évolution. Les mésanges de Chine ont moins de chance. Si un serpent s'approche de leur nid, ces oiseaux font du bruit pour se prévenir mutuellement. En réponse à ce cri d'alarme, tous ceux qui peuvent voler le font aussitôt, y compris les oisillons. Dès que le danger est écarté, les oiseaux reviennent. Ça semble être une excellente stratégie. Mais les corvidés connaissent la signification de ces cris d'alarme. Lorsqu'ils les entendent, ils s'approchent des nids de mésanges pour attraper les oisillons à l'envol et s'en faire un casse-croûte. C'est des proies faciles, alors pourquoi pas en profiter? D'ailleurs, le cri que reconnaissent les corvidés est employé uniquement lorsqu'un serpent est à proximité. Les mésanges de Chine ne réagissent comme ça à aucun autre prédateur. Les cris d'oiseaux sont généralement un sujet compliqué. Les oisillons émettent des sons puissants pour que leurs parents les nourrissent. D'un autre côté, les prédateurs s'en servent pour localiser le nid. Alors, que peuvent faire les oiseaux à ce sujet? Eh bien, ils ont une sorte de réseau social. Un certain nombre d'espèces l'utilisent pour partager les alertes aux prédateurs. Et on ne parle pas d'une simple information du type « Attention, je vois un renard ». Les oiseaux peuvent préciser la taille du prédateur, l'endroit où il se trouve et même ce qu'il fait. Et ils parlent tous le même langage universel. Les scientifiques ont diffusé le cri d'alarme de la mésange à tête noire dans diverses régions du globe et le signal était compris partout, même là où il ne vit pas de mésange à tête noire. Mais mes animaux préférés en termes d'adaptation infructueuse, c'est les nycticèbes. Ces loris sont mignons, duveteux et ils semblent être toujours un peu choqués par ce qui se passe. Ils sont également venimeux. Une morsure de loris, c'est du sérieux. Ils possèdent des glandes sous leurs aisselles qui sécrètent une huile nocive et lorsqu'ils lèchent ces glandes, leur salive se mélange à l'huile pour former du venin. Celui-ci remonte dans leurs canines rainurées et de là, ils pénètrent le corps de l'ennemi. Et les nycticèbes peuvent mordre très fort. Ils en ont certainement besoin pour se défendre des prédateurs, comme les serpents. Enfin, c'était peut-être le cas il y a longtemps. Mais de nos jours, les nycticèbes se mordent entre eux. Ils se battent et ils n'hésitent pas à utiliser leur venin, bien qu'il soit très puissant. Il fait littéralement pourrir la chair. On a même vu des loris blessés dont la moitié du visage avait fondu.
Et puisque j'ai mentionné les serpents à plusieurs reprises, voici une histoire qui semble absolument incroyable. En novembre 2014, Matt Hagan, un attrapeur de serpents, a été appelé pour s'occuper d'un serpent brun arboricole. Mais lorsqu'il est arrivé sur les lieux, il a découvert que le serpent était déjà mort, de s'être mordu lui-même. Si vous regardez nos vidéos depuis un certain temps, vous êtes sûrement outrés. Les serpents sont censés être immunisés contre leur propre venin. C'est vrai, mais parfois le système immunitaire agit plus lentement que les toxines. Et les toxines du serpent brun arboricole agissent très rapidement. Mais pourquoi le serpent s'était mordu lui-même? Les experts pensent que le serpent souffrait de blessures internes et qu'il a simplement essayé de s'attaquer à la source de la douleur. Beaucoup de serpents font ça, ils mordent ce qui les a blessés. Alors oui, en théorie, le serpent a pu mourir de son propre venin. Mais Steve et moi allons étudier ça plus en détail. A plus.